Ok. On poursuit nos conférences et merci à ceux qui sont assidus, qui restent avec nous. Donc, Salon des bâtisseurs. Nous avons ces conférences sur des thématiques très diverses et variées. Après la réhabilitation ce matin, après l'URSSAF qui est venu nous expliquer le système de collecte, à quoi sert la collecte, les exonérations, la DSN. Là, on va parler de l'industrie du BTP en Martinique, état des lieux et enjeux 2026-2030. D'ailleurs, ce salon, Madame Pardon, donc Lynn, vous êtes déléguée générale de l'AMPI, l'Association martiniquaise pour la promotion de l'industrie. Ce salon se tient dans un contexte où il est bon de rappeler ce qu'est le BTP, parce que le BTP, on le disait hier, est un peu à la croisée des chemins face à des défis qu'il a à relever, des défis, donc le défi démographique, le défi climatique, environnemental, le défi technologique aussi. Et c'est vrai qu'on ne sait pas, par exemple, que le BTP, c'est de l'industrie. Et puis voilà, donc vous avez fait un peu l'état des lieux. Donc le BTP en Martinique, industrie du BTP en Martinique, enjeu notamment 2026-2030. Vous avez 20 minutes ou 30 minutes. Bonjour à tous. Oui, donc je me lance. Donc un petit déroulé du titan qu'on va passer ensemble pour parler industrie du BTP en Martinique. Donc on va parler poids économique, filière extraction, granulat, transformation, ciment, béton, second œuvre. On va parler aussi économie circulaire et décarbonation, coût, défi, enjeu, avec un défi d'actualité qui est donc celui du MACF, voilà, pour ensuite clôturer voilà ce petit tour des lieux. Donc l'industrie, ce n'est pas que des chantiers, enfin le BTP pardon, ce ne sont pas que des chantiers, c'est aussi une filière industrielle. Donc à l'écran vous avez un certain nombre d'enseignes qui font qu'aujourd'hui en Martinique on pourrait réaliser à 100% une maison martiniquaise. Voilà, donc grâce à toutes les entreprises et tous les corps de métier qui existent dans l'industrie martiniquaise. Donc c'est à peu près 1,2 milliard de chiffre d'affaires annuel, et donc c'est une industrie qui est essentielle à l'économie locale. Donc ici vous avez un petit schéma qui reprend finalement les différentes composantes de la filière BTP, et en fait les productions industrielles en Martinique relèvent notamment de l'extraction des métaux, également de ce qui relève du réemploi de l'économie circulaire. Donc on a une industrie aussi du recyclage des matériaux du BTP et de leur valorisation, et puis on a des éléments de transformation qui nous permettent notamment d'avoir du béton, de la peinture, des menuiseries et autres. Donc voilà un petit peu les éléments sur toute cette filière BTP qui relèvent spécifiquement de l'industrie. Donc un petit rappel sur notre territoire, puisque c'est un contexte finalement de fonctionnement de ces industries. On est, on le sait tous, sur un territoire insulaire, donc avec des coûts de logistique qui sont élevés, des contraintes climatiques, donc cyclones, humidité, qui sont prises en considération dans cette production industrielle. Et on est dans un contexte aussi de réglementation parasismique stricte, notamment, enfin un certain nombre de réglementations européennes et nationales dans le cadre de ce secteur. Donc le poids économique de l'industrie du BTP en Martinique, c'est à peu près 6500 emplois, donc 7% de la population active, puis 3000 entreprises, donc là c'est tout le BTP en global. 10% réalisent à peu près 80% du chiffre d'affaires, et donc il y a 50 millions d'euros par an qui sont réinvestis. Donc l'industrie de l'extraction et du granulat, donc qui fait partie de cette grande famille du BTP en Martinique, c'est 1,7 à 2 millions de tonnes par an qui sont produits, dont 500 000 sont exportés. Voilà, donc avec la ressource clé qui est notamment l'andésite, et donc avec cet enjeu majeur de proximité. Et donc plus de 15% du coût pour 15 km supplémentaires. Donc voilà un petit peu le schéma de la production de granulats pour la construction en Martinique, qui relève donc de l'industrie de l'extraction. On a aussi donc l'industrie de la transformation. Donc une fois qu'on a produit les granulats, on a tout ce qui va être ciment et béton. Donc on a à peu près 250 000 tonnes par an en capacité de boyage. En 2025, c'était 115 000 tonnes qui ont été produites. On a une vingtaine de centrales BPE, donc béton prêt à l'emploi, et 100% de béton structurant qui sont produits donc localement, puisque ce sont des matériaux qui ont une durée de vie très courte.
On a également une production industrielle martiniquaise qui relève du second œuvre, donc avec un certain nombre d'enseignes sur la menuiserie locale. Vous les avez vues dans la partie d'introduction, avec 15 000 tonnes aussi d'acier qui est façonné localement. Voilà, on a les productions de tôle, etc. Donc on le sait pas assez aussi dans l'excellence, puisqu'on a les contraintes de normes européennes et en même temps du fait qu'on est dans des conditions tropicales, donc nos industriels ont, on va dire, monté encore le cran en termes d'exigence de qualité, en tout cas des productions. Donc là-dessus, grâce à cette production locale, on peut avoir ces matériaux à 48 heures contre 4 à 6 semaines si on devait les importer. Donc, on a également un volet économie circulaire, puisqu'on a un enjeu de valorisation des déchets du BTP. Donc, environ 300 000 tonnes par an qui sont produits, 100 000 tonnes qui sont vraiment exclusivement des déchets de l'industrie du BTP strict, puis d'autres qui relèvent plus de déchets de démolition et 200 000 tonnes avec des terres mélangées. Donc, on a un objectif de valorisation de 70% des 100 000 tonnes en question, donc du recyclage de granulats notamment, du recyclage dans la valorisation sur les granulats routiers, mais pas que. Voilà. Donc en tout cas, on a toute une industrie du recyclage, du bâtiment, mais aussi du béton et autres éléments, en tout cas du BTP, qui sont travaillés aussi sur la Martinique. Donc on a un objectif de décarbonation. Vous savez que ce sont des objectifs internationaux, nationaux et qui se déclinent aussi chez nous. Donc moins 25% de CO2 d'ici 2030. Avec des solutions ciment bas carbone. Donc il y a aussi des dynamiques de recherche, d'innovation dans l'industrie du BTP en Martinique avec ces objectifs, donc de moins à 30 à 40% de CO2. Il y a aussi des dynamiques d'électrification des processus industriels qui sont en cours. Évidemment, le développement de l'énergie solaire. Donc on a un sujet de coût et de souveraineté, donc plus 20 à plus 40% des matériaux aujourd'hui sont importés en Martinique, malgré le fait qu'on ait cette industrie et cette production locale, qui elle pour le coup en termes de volume est assez stable. Et on a depuis 20 ans, il faut le savoir, donc l'industrie de l'extraction en Martinique exporte plus de 50% de sa production dans le bassin caribéen. Et en 2025, on est venu aussi, je dirais, au secours de notre territoire, je dirais, ami et frère, qui est la Guadeloupe, pour 100 000 tonnes. Et donc, l'idée, c'est de se dire que la viabilité, en tout cas, de la production industrielle martiniquaise sur les carrières, donc les productions de matériaux, elle tient aussi parce qu'on a cette coopération dans le bassin caribéen au niveau d'export des productions. Donc les défis structurels qui sont devant nous, on a le sujet des délais de paiement. Donc j'enfonce les portes ouvertes, mais je pense que c'est quand même important qu'on le redise. On est touché aussi par ça, évidemment. Donc on a aussi des variations importantes des activités, donc des pics malheureusement des commandes sur la Martinique, qui est une problématique qui est accrue pour les industries, puisque par définition une production industrielle doit assurer en tout cas des volumes stables en sortie, et donc quand la commande varie, ça génère des problématiques en tout cas pour nos industriels. Et puis effectivement on a des enjeux de main d'œuvre qualifiée et surtout un sujet de hausse des coûts des matériaux que je vais détailler derrière. Donc voilà, donc juste pour finir le topo global des enjeux 2026-2030, donc on a rappelé ces enjeux environnementaux. Donc l'industrie du BTP en Martinique travaille à cette question de la transition écologique, à la réduction de l'empreinte carbone, on l'a vu tout à l'heure, notamment sur la question du béton, et à la gestion des déchets de chantier. On a aussi évidemment des enjeux sur la question de la digitalisation qui est à terme également potentiellement pourvoyeur d'emploi. Donc avec des besoins aussi de formation. Et puis le dernier défi très d'actualité, c'est cette question d'inflation des matières premières.
Donc cette industrie martiniquaise, elle répond aussi à des dynamiques d'innovation, voilà, qui sont aussi des opportunités par rapport aux enjeux que je viens de citer, avec une dynamique aussi de développement d'une industrie du BTP durable. Donc on a aujourd'hui une jeune industrie qui nous a rejoint, qui est dans la fabrication d'isolants biosourcés, par exemple. Donc ça, c'est des dynamiques qui sont en cours, voilà, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le salon quand vous ferez le tour, avec des réflexions aussi sur des nouvelles techniques de construction. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont dans les dynamiques de recherche et de développement de l'industrie martiniquaise. Et puis on rappelle qu'il y a un rôle aussi des politiques publiques à tenir sur des appuis à la filière, voilà, sur les aides et subventions, sur des plans de relance de façon globale du BTP en Martinique, avec nécessité d'investir dans les infrastructures pour pouvoir participer à la dynamique de la filière. Donc défi 2026, on parlait d'actualité, donc MACF, je vais le détailler juste après. On a besoin effectivement de stabilisation du marché, d'une accentuation aussi de la dynamique collective sur la rénovation énergétique et évidemment de croissance des projets publics. Donc le MACF ou CBAM, pour rappel, donc c'est le mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières. C'est le gros sujet de préoccupation aujourd'hui de l'industrie du BTP notamment, avec une entrée en application au 1er janvier 2026. Donc c'est une politique ou plutôt un mécanisme européen qui avait pour objectif de lutter contre la fuite de carbone et qui aujourd'hui est appliqué de façon uniforme aussi aux DROM, enfin aux RUP, dont la Martinique. Donc on tient du coup à rappeler quand même que sur cette dynamique de carbone, de contribution en tout cas des RUP à cette diminution en tout cas de l'empreinte carbone de l'Europe, et ben les territoires ultramarins jouent leur rôle, puisque elles absorbent plus de 10 millions de tonnes de CO2 par an, notamment la Guyane avec donc la forêt amazonienne. Il y a des potentiels aussi sur les mangroves, et que on a vraiment les territoires ultramarins aujourd'hui, la flore ultramarine stocke à elle seule plus de carbone que la France hexagonale dans sa totalité. On a la question également de l'absorption au niveau des océans. Voilà, donc plus de 11 millions de kilomètres carrés sur la zone économique exclusive, une contribution de la biodiversité. Et en fait, voilà, on rappelle que finalement les RUP compensent une part substantielle des émissions de l'Europe. Dans ce contexte-là, on rappelle aussi que nos territoires sont des territoires insulaires, éloignés donc géographiquement du continent européen, avec des fortes dépendances aux importations, des coûts élevés de fret et d'énergie, et donc des marchés de petite taille peu amortissables. Et donc ça explique que donc la Martinique est finalement contrainte d'importer un élément essentiel à la fabrication voilà du ciment, qui est donc le clinker, et donc on est à 100% en tout cas pour cette matière-là, puisqu'on, même si on a une production industrielle locale, on ne produit pas 100% en tout cas de nos besoins. On a quand même besoin de ces matières premières, et là pour le coup on est sur des échelles de 120 à 150 000 tonnes par an, en tout cas pour cette matière première qui permet derrière la fabrication du ciment. Et donc avec l'application de cette mesure européenne sans, je dirais, sans exclusion en tout cas des régions ultrapériphériques dont la Martinique, la prévision c'est une hausse du prix du ciment de 34% dès 2026 depuis le 1er janvier, avec un impact direct du MACF de l'ordre de 31%. Et donc une hausse du béton prêt à l'emploi de 18 à 19%. Donc dans un secteur du BTP qu'on le sait déjà en forte contraction, et donc on a de vrais risques économiques en tout cas pour la filière BTP, et donc voilà, en particulier pour l'industrie notamment de production du ciment, sur ces augmentations qui sont à venir, avec des risques réels en fait des disparitions de cette production locale.
Donc, je vais conclure mon propos, parce que c'est notre gros défi, cette question justement de cette inflation là des matières premières, c'est de construire martiniquais pour bâtir durable. Comme j'ai expliqué en tout début de mes propos, aujourd'hui, on a la possibilité, avec tout le savoir-faire martiniquais, de pouvoir construire voilà une habitation 100% martiniquaise avec tous les corps de métier. On peut se rappeler que du coup, ces euros qui sont mis sur cette production industrielle locale contribuent à la pérennité de l'emploi local aussi, non délocalisable. On a un sujet aussi sur l'ouverture. Donc depuis quelques années, la MPI a lancé des dynamiques avec les industriels et notamment les industriels du BTP, notamment ceux de la filière extraction, d'ouvrir en fait nos sites pour permettre aux Martiniquais de mieux comprendre, connaître finalement leur savoir-faire local. Donc voilà, il y avait les usines ouvertes la semaine dernière, donc il y avait la possibilité, puis il y aura d'autres événements dans l'année, journée du patrimoine et autres, pour vous permettre aussi d'aller voir concrètement de quoi ça parle. Donc vous êtes invités à le faire. Et puis le gros défi sur lequel on attend une forte mobilisation locale, c'est ce MACF pour lesquels on demande donc une exemption des RUP de ces dispositifs. Merci de votre écoute. Merci Madame Lim Pardon, déléguée générale de la MPI. Merci pour cette extraordinaire, brillante intervention en présentation. Avant de donner la parole à la salle, j'ai une question. Où en est peut-être le lobbying pour le MACF? J'imagine que tous les lobbyistes sont à Bruxelles, Eurodomenco, où on en est au niveau politique. Alors, je fais la conclusion pour dire qu'aujourd'hui le sujet il est très bien pris en main par tous les techniciens au niveau de la Commission européenne, justement par nos accompagnateurs, je dirais, présents sur site. Oui. Voilà. Aujourd'hui, la balle, elle est dans le camp des acteurs politiques. Mais des acteurs politiques européens. Quid des acteurs politiques ici, martiniquais? De la base jusqu'au plus haut niveau. Ok. Il n'y a voilà. pas de soutien des politiques. Si. Ok. Je sais pas. Jean-Yves, okay. il peut dire quelques mots. Il est très très au fait du dossier. D'accord. Parce que en fait, vu de l'extérieur, on se dit mais vraiment la tuile, ils ont pas de chance le BTP. Hein. Voilà, si c'est pas la commande publique qui baisse, les permis de construire, bon, il y en a qui sont délivrés, mais les mises en chantier qui baissent, les délais de paiement qui sont longs. Là, on vous annonce un plan de relance. Hier, le préfet est venu dire, il est réaffirmé ce qu'il vous avait dit en février. Il y a 300 millions, les bailleurs sociaux, ils ont des plans. Il y a la PPI, monsieur Chamas de la CTM a dit, voilà, en interne, on fait des efforts pour les délais de paiement, donc on revoit notre comptabilité. Et là, il y a ce fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui peut faire grimper les prix, notamment du clinker, de 34%. Ok. Enfin, merci d'avoir dressé le contexte. Est-ce que vous avez des questions à Madame Pardon? Oui. Monsieur. Bonjour, je n'ai pas très bien compris le mécanisme de MACF. Merci de repréciser. Oui. Alors, Jean-Yves, mais il faut venir là, Jean-Yves. Jean-Yves Bonner, donc secrétaire général de la Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics, qui est co-organisatrice cette fédération du Salon des bâtisseurs avec Antilla. Jean-Yves, voilà, oui. je viens à côté de ma collègue Lynn. Simplement pour préciser, l'Europe, en fait, souhaite rétablir l'équilibre par rapport à des importations de certains matériaux qui sont considérés comme fortement émetteurs de dioxyde de carbone et qui proviennent de pays étrangers. Et ils ont donc considéré qu'il y avait, par rapport aux politiques publiques qui sont appliquées dans l'Europe, une distorsion entre ce qui se passe dans les pays de l'Union, donc les 27 pays de l'Union, et ce qui provient de l'extérieur. Et ils ont dit, puisque nous, on a des politiques environnementales restrictives, donc qui vont dans le sens de la diminution des émissions de dioxyde de carbone pour la production de ces matériaux, il est essentiel que ce qu'on importe en dehors de l'Union européenne puisse être taxé. Et donc, en fait, ils appliquent des droits carbone. Aujourd'hui, la taxe sur les carbones, on est sur 75, ça fluctue, 75-85 € la tonne.
Et donc, c'est ce genre de taxe qui est appliqué sur un certain nombre de produits que l'Europe a choisi dans un premier temps, puisqu'il y a un deuxième temps. Donc, aujourd'hui, ce sont les ciments et donc le composé principal des ciments qui est le clinker. Donc, c'est basiquement du calcaire qui est cuit à 1400 degrés. Donc, c'est ça le clinker. C'est ce que nous importons, nous, en particulier ici d'Algérie, donc hors de l'Union européenne, et c'est pour ça qu'on est concerné. Il taxe aussi l'acier, il taxe l'aluminium et il taxe les engrais. Voilà. Donc principalement, ce sont ces produits qui sont considérés aujourd'hui dans une première phase. L'Europe a aussi indiqué que il y aura une extension sur 180 familles de produits. Donc, je vous informe, par exemple, que tout ce qui est électroménager, donc qui contient de l'acier ou de l'aluminium, va être aussi frappé à partir du moment où il ne provient pas d'un pays membre de l'Union européenne. Donc, en fonction des approvisionnements que nous avons ici, il y aura potentiellement des hausses de prix substantielles sur un certain nombre d'articles. Et nous, à côté donc de nos amis industriels, puisque Lynn l'a bien expliqué, ce sont des choses qui viennent pénaliser notre possibilité de relance. Parce que quand on nous annonce des prix d'augmentation du béton de près de 20%, c'est simplement injouable pour nous. Et donc nous alertons les autorités, donc du plus haut l'échelon européen aux échelons locaux, pour faire en sorte, en fait, notre demande elle est simple, c'est vraiment que les RUP soient exclus de l'application de ce mécanisme. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, on nous dit pas non pour l'instant, mais on nous dit que c'est compliqué, qu'il faut un certain formalisme, et on nous dit de toute façon, en 2026, ça va s'appliquer. Ouais. Et Donc, ce qui est intéressant, hein, au-delà, c'est qu'il y a un système, s'agissant de la décarbonation, il y a quand même un système de compensation, et vous avez largement démontré que les régions d'outre-mer, avec notamment les forêts, etc., compensent largement, puisque les stocks du carbone, notamment la Guyane, mais pas que. Madame. Juste une question, est-ce qu'il y a possibilité de s'approvisionner ailleurs? Parce qu'on a dit que c'est l'Algérie, mais le but, c'est peut-être de trouver d'autres sources. C'est l'objectif. Oui. Sur ce produit particulier, l'Europe produit finalement peu de clinker. Donc aujourd'hui, le producteur qui est d'ailleurs exposant sur le salon, donc Lafarge, ils peuvent en parler mieux que nous, pour des raisons stratégiques, s'approvisionne en Algérie. Il y a très peu de producteurs en fait qui exportent ce genre de produits. De mémoire, l'Algérie est gros exportateur aujourd'hui, la Turquie, la Corée du Sud exporte, le Japon on exportait aussi un peu. Voilà, mais c'est un produit qui est pas forcément disponible. Ouais. Voilà, mais en tout cas pas en Europe. Les pays européens sont en général déficitaires. Après, si je peux compléter quand même, c'est de dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une dynamique où on essaye de travailler du mieux qu'on peut sur notre zone géographique naturelle, et qu'en fait, c'est un non-sens pour nous d'être poussé à aller s'approvisionner en Europe, alors qu'on est dans un mouvement où on va justement, pour des raisons écologiques, aller chercher le plus que possible des matières premières qui nous conviennent dans la zone Caraïbes, Amérique du Sud, etc., quoi. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Alors, en plus, pour vous expliquer comment ça peut être contradictoire, les politiques européennes, en fait, qui s'appliquent à l'ensemble des pays membres, y compris leurs régions ultra-périphériques, donc nous. Dans le même temps où l'Europe met en place ce mécanisme qui va donc renchérir le coût des matériaux, on est, depuis le 10 avril 2024, autorisé par l'Europe à faire du sourcing régional de matériaux. Donc, aller chercher dans notre bassin géographique des matériaux de construction de qualité équivalente à ce qu'on a, pour pouvoir justement réduire les coûts et aussi les coûts environnementaux. Donc, aller chercher des choses que vous avez en Colombie plutôt que de les importer d'Estonie ou de je sais pas quoi. Mais ce sont deux politiques européennes qui sont en fait complètement contradictoires, qui ont un effet complètement contradictoire pour nous. D'un côté, on nous dit allez chercher des choses en Colombie, au Venezuela, au Brésil. Et en même temps, on nous dit, quand ça va venir de ces pays-là, et qu'il y aura un impact carbone, en fait, on va vous surtaxer. Donc,
Voilà, c'est contradictoire, mais ce sont deux politiques qui se développent en parallèle et finalement on se retrouve pris en étau. C'est ça, on est dans la cohérence. Et puis un dernier élément pour dire qu'on a quand même une base légale qu'on sollicite dans le cadre de ce dossier-là, c'est l'article 349 du traité de l'Union européenne. Donc fondamentalement, quand l'Europe a été, a signé les documents cadres de création, a été intégré les spécificités des RUP. Donc c'est au nom justement de cet article 349 qu'on demande, nous, à être exemptés en ce cas de ce dispositif MACF. Voilà. Et on espère que nos parlementaires seront bons. Merci beaucoup, Lynn, merci Jean-Yves Bonner.